Alors, une nation camerounaise, on en parle. Bien malmenée. En ce moment, très très fragilisée par de nombreuses crises au nord, Boko Haram, à l'est, les problèmes liés à la RCA, et puis au nord, au sud-ouest, la crise anglophone. Et puis même la crise politique avec nombreux leaders politiques et leurs associés qui copissent aujourd'hui en prison. Et puis, le 10 septembre dernier, une adresse du président en exercice, M. Paul Biya, au Camerounais. J'aimerais, avant de vous faire rentrer dans le vif du sujet, rappeler quand même des faits. Alors, c'est un communiqué de presse publié le 27 juin 2019. Le département fédéral des affaires étrangères suisse rendait publique l'information selon laquelle la Suisse a été mandatée par une majorité des partis pour faciliter un processus de négociation inclusif, dont la crise anglophone qui s'est vue au Cameroun notamment. Alors, ma première question, c'est celle de savoir, la décision du président Biya de convoquer un grand dialogue ne met-elle pas de facto un coup d'arrêt à la médiation de la Suisse? Alors, si oui, selon vous, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer un tel revirement? Alors, je pense que pour régler les problèmes du Cameroun, c'est moins le prince qu'il faut lire, moins le prince de Machiavel qu'il faut lire. Donc, toujours la ruse politique, le gain de temps, jouer avec les circonstances, faire le pourrissement, le dos rond, attendre qu'il y ait 3000 morts dans deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, attendre qu'il y ait plus de 500 000 déplacés réfugiés dans les états de Cross River, de Tabara, de Benue ou d'Adamawa State au Nigeria et déplacés à l'intérieur de l'ensemble du Cameroun, puisqu'on a vu que la deuxième saignée après le lockdown, puisque quand Ayoub Tabé a été condamné, il y a un lockdown, donc une situation de blocage général dans le nord-ouest, sud-ouest. Je ne veux pas te couper, Abdelaziz, mais dit-on pas qu'il n'est jamais trop tard. Oui, mais le problème, c'est précisément pour cette raison que il y a eu ces négociations qui ont été entamées. Les négociations en Suisse, effectivement, ont été entamées par une ONG qui s'appelle le Centre pour le dialogue humanitaire. C'est ça, exactement. Voilà, qui est réputé pour des médiations à travers le monde, à travers l'Europe. Et à côté du Centre pour le dialogue humanitaire, il y a un certain nombre d'autres organisations. San Egidio, qui est la diplomatie secrète du Vatican, ils se sont d'ailleurs rendus au Cameroun, ils ont été reçus par le président Biya. Il y a Pave the Way aux États-Unis qui se sont également manifestés. L'Institut European Institute for Peace en Belgique également, qui se sont portés volontaires pour entamer un processus de négociation avec les milices et groupes milices de sécessionnistes ou de l'Ambazonie et les branches politiques. Parce qu'il faut savoir que dans cette constellation-là, il y a les branches politiques, l'interim government, il y a un certain nombre d'organisations, celle de Boerberg, par exemple, aux États-Unis, il y a le South Cameroon National Council, qui est historiquement ce qui avait porté les revendications depuis les années 60, à la suite, effectivement, de la conférence de Fumban et des dysfonctionnements de la fédération et puis la constitution de 72 dont le SNC a pris sa naissance à partir de ce moment-là à cause des frustrations. Il y a les Ambazonian Government Council, les AGC, et puis également les branches militaires, les SOCADEF, South Cameroon Defense Force, Ambazonian Defense Force, etc. Donc un certain nombre de groupes. Il y en avait 11. Et le premier préalable qu'ils ont posé en Suisse, c'était quoi? C'était que la Suisse leur donne la garantie que ce qui est arrivé à Ayoub Tabé en janvier 2018 ne leur arriverait pas. C'est-à-dire que qu'ils soient kidnappés, enlevés et puis livrés aux autorités camerounaises. Ces préalables n'ayant pas été, entre guillemets, satisfaits immédiatement, eh bien, les premières réunions n'ont pas pu se tenir. Ce d'autant plus qu'il y avait la carotte qui était présentée comme étant une offre de négociation et le bâton qui continuait puisque Ayoub Tabé a été condamné entre-temps à la prison à vie, ainsi qu'un certain nombre de ses compagnons, Fong, Alafor, etc. Donc, en fait, dans cette situation-là, il y avait beaucoup d'ambiguïté. On oscillait entre ruse et bonne volonté. Bonne volonté de la part de ceux qui se portaient, qui voulaient donner un peu de leur expérience, j'ai cité tout à l'heure ces organisations, et puis ruse qu'on soupçonnait du côté camerounais, puisque des membres de l'Ambazonie, de cette constellation-là, de l'Inter-Government, ont été enlevés au Nigeria et livrés aux autorités camerounaises. Donc,
c'est un tout petit peu cela. Il y a une crainte, une appréhension et un climat de confiance qui n'a pas été instauré dès le départ et qui peut expliquer que à ce niveau, il y a des réticences. Donc, un frein, effectivement, puisque des gens, des personnalités comme Gongo, qui étaient justement à l'avant de cette négociation suisse, puisque c'était lui le contact avec le Centre pour le dialogue humanitaire, eh bien, n'ont pas donné toutes les assurances à ces 11 organisations qui étaient prêtes à venir en Suisse, mais qui n'avaient pas les garanties qu'elles réclamaient. D'accord. Alors, Augusta, on a vu donc la position qui est celle de l'UPC Manidem aujourd'hui, hein, qui met toutes ses réserves quant à une réelle disposition du président Paul Biya à œuvrer pour un dialogue sincère. Selon vous, l'option d'un dialogue qui est organisé par Paul Biya est la bonne option, ou alors un dialogue aurait dû être organisé par quelqu'un d'autre? Ah non, non, enfin, je pense que comment dirais-je, les responsables de la crise actuelle ne peuvent pas être les instigateurs du dialogue. Ça, c'est impossible. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. Ça, c'est pas possible. Donc, par conséquent, il faut absolument que le dialogue soit initié par l'ensemble des forces qui sont aujourd'hui porteuses d'avenir pour le Cameroun. C'est-à-dire les forces sociales au sens large, politiques, syndicales, associatives, voire religieuses, etc. Et il faut que ce soit ces forces-là qui se constituent en comité, en collectif, en structure pour porter ce dialogue et pour donner du corps et donner du sens à ce dialogue, et mettre effectivement un calendrier sur lequel va porter le dialogue et les priorités, les actes à poser concrètement. Et parmi ces actes-là, évidemment, la libération de tous les prisonniers politiques. Ça va de soi que je ne vois pas comment on peut maintenir les principaux un certain nombre de protagonistes qui sont censés participer à ce dialogue-là, être partie prenante de ce dialogue, les maintenir en prison et en même temps prétendre qu'on veut le dialogue. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, moi, quand je dis moi, c'est mon organisation, en vrai, je partage absolument. On considère que aujourd'hui, il faut amplifier cette exigence de dialogue. Et pour ce faire, il faut une mobilisation qui soit à la hauteur de cette imposition. Parce que si Biya en arrive aujourd'hui à dire d'ici fin septembre, je vais organiser le dialogue, c'est pas pour rien. C'est bien parce qu'il y a eu pression, d'abord au plan intérieur, parce que malgré tout, il y a des tas de forces. La population se mobilise, les organisations se mobilisent, les différents partenaires sociaux à tous les niveaux se mobilisent. Ça, c'est donc très très important. Cette pression existe en interne, même si on n'a pas eu des manifestations spectaculaires, etc. Donc c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'au plan international, il subit beaucoup de pression. Il y a les États-Unis, il y a la France, même si ça reste extrêmement timide. Il y a les Nations Unies, il y a l'Union africaine, etc. Donc tout le monde y va à un niveau ou à un autre de pression qui ne sont pas spectaculaires, certes, j'en conviens, mais qui, malgré tout, finissent par peser, avec le risque aussi de lâchage ou de distanciation de la part de tous ceux qui sont aujourd'hui ses soutiens. Et ça, c'est quand même un risque. Ajouter à cela l'action, malgré tout, de la diaspora, qui est qu'aujourd'hui, pour se déplacer, ça devient très compliqué, et pour Biya, et pour la caste qui est au pouvoir. Ils sont quand même un peu pourchassés par ce qu'on appelle la basse, qui, malgré tout, fait son petit boulot, et c'est pas négligeable malgré tout de dire aujourd'hui vous n'allez pas continuer en toute impunité à vous déplacer aux quatre coins du monde, à venir vous faire soigner, à venir régler, faire vos emplettes, etc., à envoyer vos enfants à l'école pendant que, comme on le disait tout à l'heure, les petits Camerounais n'ont même pas le minimum du minimum pour être éduqués et aller à l'école et se scolariser. Donc je crois que tous ces éléments là ont participé de cette annonce. Mais comme d'habitude, comme le disait Abdelaziz, il ruse. C'est-à-dire en essayant de vider de son contenu ce que devrait être un vrai dialogue national et en contournant le fait que c'est pas lui qui doit être effectivement le maître d'œuvre de ce dialogue-là. Et comme d'habitude, ils ont fait le coup en 91 avec la tripartite. C'était ça. C'est-à-dire que
ils ont vidé de son contenu la volonté. Et de ce point de vue, ce qu'il faut bien noter, c'est que ils ont bien appris de leurs maîtres colonialistes qui ont vidé l'indépendance de son contenu. Et ils ont continué tout au long des décennies à systématiquement se saisir comment dirais-je, des mobilisations, se saisir de la volonté populaire, la vider de son contenu, acheter tout ce qu'ils peuvent acheter parce que c'est leur stratégie. Hein. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est très très important, c'est de voir quelle va être la consistance de ces forces d'opposition et de voir qui va céder au dialogue tel que Biya le conçoit. Et dialogue qui ne résoudra rien. Parce que ce que je veux dire, c'est que si on suit le dialogue tel que Biya est en train de vouloir l'initier, rien ne sera résolu. Il est bien évident qu'au nord-ouest, sud-ouest, ça va continuer et la crise dans l'ensemble du pays va se poursuivre. D'accord. Abdelaziz, on entend donc là la position, n'est-ce pas, d'un parti de l'opposition, un parti historique, l'UPC Malidem. Est-ce qu'ils n'en font pas un tout petit peu trop, puisqu'ils ont été de ceux qui ont de tout temps demandé un dialogue national inclusif. Il est là, il est proposé par le président Paul Biya. Est-ce que pour vous aujourd'hui, ce dialogue-là aussi ne rassure pas? Alors, il y a le dialogue national inclusif et ce que j'ai entendu de la parole du président Biya, le dialogue national. C'est deux choses qui sont différentes. Je pense que ça participe toujours de ces confusions. Dialogue national inclusif. Tout à l'heure, tu as bien eu raison de lancer sur le quiproquo et l'ambiguïté de ces négociations qui sont stoppées. Parce que dialogue national inclusif, avec un axe majeur sur la crise anglophone, cela laisse supposer deux choses. La première, c'est qu'on va intégrer toutes les données concernant cette question anglophone. Depuis sa source, qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que le désagrément, les frustrations et cette marginalisation que malheureusement le président tend à mettre de côté, mais qui est réel parce que c'est un sentiment. Un premier ministre au Cameroun est un premier des ministres. Il n'est pas celui qui pèse sur le gouvernement, puisqu'il y a un pôle, celui de la présidence de la République, qui historiquement est considéré comme le pôle du vice-dieu ou le vice-roi. Ce n'est quand même un hasard si les Camerounais reconnaissent en certaines figures qui ont occupé ce poste-là des titres de dauphin, etc. Marafa, Joseph Oona, Amadou Ali, etc., etc. Ils étaient au gouvernement avec des premiers ministres et c'est eux qu'on appelait les vice-rois, les vice-dieux. Et la dernière affaire de délégation des signatures qui a enflammé l'opinion l'a révélé encore à souhait. C'est-à-dire que les différents premiers ministres qu'il y a eu depuis 1900, depuis le rétablissement du poste en 91, Sadou Ayatou, Achidi Achou, Moussongue, etc. Ce sont des premiers ministres qui peuvent avoir une dimension personnelle, un charisme personnel, bon, qui aide, mais qui sur le plan institutionnel ne sont véritablement pas la clé de voûte de l'action gouvernementale. On le sait. Ça veut dire que la représentation de façade qu'il y a dans le pays, puisque le président du Conseil économique et social tient, voilà une personnalité qui est président du Conseil économique et social depuis la fin des années 80, ou un Conseil économique et social qui n'a jamais tenu de session depuis 1986. Alors, si le président de la République, on peut considérer que M. Ayan Luc, puisqu'il s'agit de lui, qui est président du conseil d'administration depuis 29 ans de l'Office national du cacao et du café, parce que c'est ça, eh bien, il est installé là, au défilé du 20 mai, dans les circonstances officielles républicaines, il est, parce qu'il y a le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, le président du Conseil économique. Donc, il est la 5e personnalité de l'État. Est-ce qu'on va considérer que c'est une représentation, cela, qu'il a un poids? Donc, il y a la façade et il y a la réalité de ce que vivent les Camerounais, de ce que ressentent les Camerounais, et que dans le cas d'espèce... Sur le dialogue, justement. Oui, non, mais justement, mais c'est ce qui va participer du dialogue, parce qu'on n'est pas d'accord. Je pense que si on n'est pas d'accord sur les préalables, sur les mots... Le dialogue annoncé, effectivement. Oui, si on n'est pas d'accord sur les mots... Qu'est-ce que dans ce dialogue annoncé fait que on ne soit pas tant rassuré, tel qu'on entend? Mais le climat de confiance, parce que le président l'a dit, avec qui va-t-on négocier? En Centrafrique, au Soudan, dans différents pays africains, on a vu des dialogues, parce que le dialogue, au sens politique, n'est pas le dialogue au sens syntaxique classique. Le dialogue, quand on dialogue, voilà, c'est pour confronter des points de vue qui se rejoignent, qui sont convergents, et les dialogues politiques, ce sont des points de vue convergents, mais qui peuvent avoir une dimension contraignante. C'est-à-dire qu'on a acté des termes d'un dialogue, et puis on fixe un calendrier pour l'application. Donc, c'est la nuance qu'il faut établir. Et que dans le cas d'espèce,
il y a un ordonnateur du dialogue. C'est le président, c'est M. Biya qui décide que dans mon momentum, voilà le dialogue qui va se passer. Je vais négocier avec qui, je ne vais pas négocier avec ceux qui sont des terroristes, etc. Or, il se trouve que le 1er octobre 2017, quand tout cela a commencé, il y a des personnes qui ont lancé des mots d'ordre qui ont été suivis depuis 2 ans. Ils sont suivis. C'est-à-dire que la rentrée scolaire qui n'a pas eu lieu, les villes mortes, ce sont des gens qui lancent des mots d'ordre qui ne sont pas suivis. Les groupes, les 11 groupes, les Vibers, les Red Dragons, les Jumbos, les Ambassadorian Defense Force, les Sokadef, etc. C'est ça l'objet de la sortie du président le 10 septembre. Oui, bien sûr. Amener tout le monde sur alors, table de discussion. À partir du moment où, voilà, on va ramener des gens sur la table de discussion, vous avez des pourparlers qu'il n'a pas évoqués. Dans son discours, malheureusement, parce que les pourparlers qui étaient engagés en Suisse, le Premier ministre a reçu ce centre pour le dialogue humanitaire, le président a reçu le centre Egidio, etc. Il aurait au moins pu faire un point sur cela, puisqu'on a vu qu'il a reçu, ce n'était pas secret. Donc, à partir du moment où on nous donne les conclusions des pourparlers, dire, OK, les milices ou les groupes politiques et les branches armées sont prêtes à venir au dialogue national, eh bien, c'était le sens de ce que voulait faire le cardinal Toumi. Le cardinal Toumi s'est déclaré satisfait du discours parce qu'il y a déjà une ouverture vers cela. Mais maintenant, le contenu, je rappelle que le cardinal Toumi a quitté le comité consultatif constitutionnel en 93 parce qu'on l'a invité pour venir examiner l'avant-projet dit OONA. Et il a dit c'est une perte de temps parce qu'il ne voulait pas intégrer la question anglophone ni à la tripartite ni dans la question constitutionnelle. Donc c'est vieux comme, je vais dire que c'est vieux comme l'histoire de la russe politique au Cameroun. Donc ça fait qu'il n'y a pas de climat de confiance. Guingassa, Augusta Epagna, c'est le climat de confiance. Les gens veulent qu'il y ait des termes clairs. Un calendrier qui qui agrée les différents acteurs. Un axe sur la crise anglophone et un axe sur les problèmes du pays. Sur la crise anglophone, Aboué Machoyi, beaucoup de personnes ont disserté là-dessus. Je parlais tout à l'heure de Christian Toumi. Les All Anglophone Conference de 91 et de 93 ont dit ce qu'il y en était. Mais on le sait. Il y a l'exégèse, il y a la littérature, il y a la doctrine sur la question. Mais maintenant, c'est avec qui et comment les choses vont se faire. Le médiateur, celui qui va présider les travaux, le sort des travaux, la perspective qui sera donnée aux travaux, tout cela n'est pas totalement clarifié pour rassurer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires. Ok, alors Augusta, n'est-ce pas que le discours dans son contenu annonce que ces différents points seront de toutes les façons enrichis par les consultations que mènera le Premier ministre? Qu'est-ce qui fait problème selon vous de la diaspora aujourd'hui dans ce discours-là? Qu'est-ce qui, selon vous, aurait été la chose à faire ou à dire par le président de la République pour que la diaspora également, qu'il interpelle d'ailleurs dans son discours, soit rassurée? Non, mais nous, on considère qu'il aurait fallu un comité préparatoire c'est le comité, c'est pas le Premier ministre qui doit mener, qui doit être le maître d'œuvre de ce dialogue-là. C'est un comité préparatoire dont on définit les personnes qualifiées ou les organisations qualifiées ou les instances qualifiées pour faire partie de ce comité préparatoire. Et c'est le comité préparatoire qui fixe le calendrier, qui fixe les points à mettre à l'ordre du jour, qui fixe le délai durant lequel doit durer ce travail, etc. etc. Et qui fixe les modalités de contrôle, de suivi de la mise en œuvre des décisions qui vont être prises. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Il n'est pas possible d'être jugé parti. Le pouvoir, l'État camerounais est aujourd'hui responsable de la crise majeure au Nosso. Oui, ça, c'est évident. Et de la crise dans l'ensemble du pays. Sur le comité préparatoire, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche qu'il en soit mis un au regard de ce qu'on a compris du discours du président de la République? Pour le moment, il n'y a pas l'ombre enfin, pour quand vous lisez, vous relisez le discours, enfin le discours du président, ou quand vous... Il a dit que le Premier ministre va engager ce nombre de consultations avant la fin de cette... Mais il ne parle pas de comité préparatoire. Le premier ministre qui va mener... Les consultations. Oui, qui va mener les consultations et qui va mener le jeu, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, en aucun cas, on ne parle d'une instance qui contrôlerait l'ensemble du processus. À aucun moment. Et ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous pouvez relire ou réécouter le discours du président. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Après, il dit qu'il va engager des consultations. Mais évidemment, ils ne vont pas... S'ils
prétendent faire s'ils prétendent engager ce dialogue-là, il faut bien qu'ils le mènent avec des protagonistes, bien évidemment. Mais on ne veut pas que ce soit eux qui mènent enfin, le processus ne doit pas être mené par eux. Ils sont disqualifiés pour le faire. Ils peuvent faire partie, à la limite, évidemment, de ceux qui seront présents autour de la table. Mais on ne peut pas leur laisser le contrôle et la mise en œuvre de ce dialogue seul. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Enfin, selon nous. Hein. Il y a des exemples en Afrique, hein, parce que moi j'entends, j'ai lu encore un parti qui, pour ne pas le citer, le MPCN de M. Kingé, qui est un allié de Kamto, qui disait que Soudan, le médiateur doit être les États-Unis qui garantiraient la paix. Non, il faut être sérieux. Le Cameroun, comme d'autres pays africains, ont des solutions. Monseigneur Moussengo, en l'ex-Zaïre, avait présidé une conférence nationale. Il y a un certain nombre de personnalités qui ont présidé des conférences nationales, des dialogues dans leur pays africain. Des personnalités qui étaient reconnues unanimement pour leur qualité professionnelle et morale, qui peuvent, et il en existe au Cameroun, qui peuvent présider et qui peuvent coordonner, qui peuvent être animés justement ces rencontres-là. Parce que le problème est toujours ça, c'est toujours léonin, c'est toujours celui qui a été à l'origine du problème, qui vient être celui qui vient pour trouver la solution. Il est évident que le gouvernement, l'État du Cameroun, le régime ne peuvent pas exclure, puisque, comme on le disait tout à l'heure, s'il faut négocier avec des miliciens qui ont quand même enfreint aussi en quelque peu à la fois la loi et puis justement des dispositions constitutionnelles, parce que la question de la sécession, eh bien, évidemment, elle est réprimée, mais si on est dans le cadre de la gestion politique d'une question. Et quand on est dans la gestion politique d'une question, il y a un certain nombre de données, il y a un certain nombre de préalables. Il ne faut pas qu'il y ait de sujet tabou. Parce que le problème, c'est précisément ça. Autant on l'évoquait tout à l'heure pour les héros, la question historique du patrimoine, mais autant également sur la question politique. Parce que, tiens, Guy, mais comment ça se fait que on parle d'une question comme celle-là? La France, et d'ailleurs, sa timidité un peu liée à son rôle historique chez nous et au soutien qu'elle apporte à un certain nombre de pouvoirs en Afrique centrale, donc au Cameroun. Mais la France est l'une des parties en cause dans l'avènement de la crise anglophone au Cameroun. La question pétrolière, la question des ressources du sol, du sous-sol et de la mer, puisque l'exploitation est faite offshore, au large de Limbe, donc à Rio del Rey. Si on imaginait une clé de répartition au Cameroun de la rente pétrolière, au Cameroun, ça aurait atténué depuis très longtemps la rage, les colères et la violence qui a découlé justement de la crise anglophone. Pourquoi? Parce qu'on exploite le pétrole, à peu près 80% du pétrole camerounais dans cette partie du Cameroun, mais il n'y a pas 5% qui est réinvesti pour le développement local. Il n'y a pas 5%. Et je rappelle, et j'ai encore lu ce texte d'un journaliste français qui s'extasiait en 1953-54 à Paris, à la radio, s'extasiait sur les découvertes de gaz à Soé là-bas et à Logbaba et d'huile extrêmement pure qui avait été découverte au Cameroun. Et c'était dans le sillage de l'installation de la Société de pétrole de l'Afrique équatoriale française en 1949 au Cameroun et au Congo, au Gabon, et la Société d'études, de recherche et d'exploitation pétrolière au Cameroun, Serepka, qui est devenue Elf Serepka. C'est en 1951, Guingassa, que Serepka s'est installé au Cameroun. Et à côté au Gabon, il y avait Elf, dont on connaît le rôle dans la politique française, dans l'instrumental, enfin, le rôle d'instrument dans la France-Afrique. Et donc, si on ne revient pas à ces questions-là, on aura manqué une case du domino. Parce que, quand on a découvert, et le bureau de recherche géologique et minière en France faisait des recherches sur à peu près 100 000 km² au Cameroun. Ils avaient déjà trouvé, il y avait un certain nombre d'indices. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a découvert au large, dans l'estuaire du Vouri, ce pétrole, ce gaz, etc. Eh bien, les négociations ont commencé secrètement entre l'Angleterre et la France, à l'ombre des Camerounais. Et donc, quand on a vu comment John Goufoncha a été intégré de manière cavalière dans le gouvernement et comment, après l'indépendance du 1er octobre 1961 du Southern Cameroun, on a vu comment ils ont été intégrés dans la constitution du Cameroun
avant l'indépendance, puisque cette constitution, c'est celle du 1er septembre 1961. Une constitution qui n'a pas véritablement changé, puisque c'est la constitution du 4 mars 60. Et la constitution du 4 mars 60, Augusta, beaucoup peut-être ne le savent pas, c'est une constitution qui a été proposée par un monsieur français, monsieur Jean Béard, qui était un conseiller. Et cette constitution-là est celle et les Français pilotaient le processus de la constitution au Cameroun. Et il n'était pas question, justement, de laisser cette situation entre les Camerounais anglophones et francophones être gérée sans que la question pétrolière, la question des ressources stratégiques soit intégrée. Non, je pense qu'il faut aussi que ceux qui s'adressent aux Camerounais, en l'occurrence les États-Unis et la France, qui étaient justement au cœur de ces enjeux pétroliers et stratégiques, qu'ils aient l'humilité de dire qu'ils sont aussi dans la responsabilité, la pleine responsabilité de ce qui est advenu dans cette situation-là. Et je crois que ça fera partie de tout ce qui permettra au Cameroun enfin de lever les tabous dont je crois que Auguste a parlé tout à l'heure. Alors Auguste, vous pensez qu'il y a beaucoup d'influence dans la situation actuelle au Cameroun par rapport à cette crise anglophone, par rapport à la crise socio-politique au Cameroun? Est-ce que vous pensez vraiment que Paul Biya n'agit pas de son propre fait, qu'il y a des enjeux derrière qui font qu'aujourd'hui on ait eu le discours du 10 septembre dernier? Ah oui, non, mais c'est évident qu'il y a des enjeux. De toute façon, sur l'ensemble du territoire national, il y a des enjeux. On sait très bien que le Cameroun reste la chasse-garde de la France. Et le pouvoir de M. Biya, je suis désolé, comme l'était d'ailleurs le pouvoir d'Ahidjo, c'est un État qui sert essentiellement le capital étranger, et en l'occurrence français, même si dorénavant, il y a d'autres, effectivement, il y a une concurrence, une mise en concurrence, la Chine, les États-Unis, le Canada, etc. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même la France qui reste le principal opérateur économique au Cameroun et qui contrôle l'ensemble des secteurs. Donc, il est bien évident que tout ce qu'on peut découvrir comme matière première au niveau du sol, du sous-sol, etc., c'est d'abord la France qui est en première ligne, c'est évident. Et bien sûr que selon ses intérêts sont menacés ou pas, je pense que le maintien du lien avec ce pouvoir est aussi très lié à ça. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte que Biya prend ses distances en leur accordant de moins en moins de marché, en leur permettant plus de faire la pluie et le beau temps au niveau du secteur économique, je pense que le lâchage peut être assez rapide. Et par conséquent, pour en revenir à ce qui se passe au Dosso, bien sûr que la question du pétrole et de toutes les matières premières qui se trouvent dans cette région-là sont au cœur des enjeux. Mais moi, je pense que, ceci dit, dans la méthode, remémorons-nous l'origine de la crise dans cette zone-là. Au départ, c'était des revendications catégorielles. Oui. Et comme d'habitude, ce pouvoir est incapable de répondre à quelque revendication que ce soit, et c'est monté crescendo. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu comme si tous ces groupes armés-là, c'était, manifesté dès le départ. C'est faux. Il a fallu attendre un temps certain avant qu'ils se radicalisent, et notamment la répression qui a été de plus en plus féroce. On se souvient des images qui passaient en boucle de ces jeunes femmes qu'on traînait dans la boue, qu'on humiliait, les militaires qui rentraient dans les maisons pour pourchasser les manifestants, simplement parce que les gens avaient marché. Donc, les avocats qui se faisaient malmener, qu'on bousculait, etc. Donc, au départ, c'est un refus, mais comme toujours, de répondre effectivement à des revendications catégorielles. Sauf que là, effectivement, on est dans dans deux régions qui ont une histoire particulière, avec évidemment l'histoire de l'Amazonie, cette volonté de sécession de la part de certains groupes, et ça a réactivé, ça a ravivé cette histoire-là. Mais au départ, ce n'était que des revendications catégorielles, avec de vraies revendications de fond, bien sûr. Oui. C'est-à-dire le fait d'être malmené, le fait d'être marginalisé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ces choses-là auraient pu être très vite désamorcées s'il y avait eu une vraie prise en compte des revendications des catégories concernées par ces revendications. Oui, il en va de même de l'application de la Constitution de 96 sur les élections régionales. Mais moi, je pense que, oui, les questions catégorielles
on s'arrête là. C'est un temps dans tout, mais dans tout ce qui a concerné le SNC. Parce que, en fait, beaucoup de militants de SNC sont dans les prisons camerounaises depuis 10, 15, 20 ans. Bien sûr. Beaucoup de militants. Beaucoup de Camerounais sont mis en prison à Bamenda, à Boya, à Tiko, à Douala, à Yaoundé, depuis très longtemps pour leur activisme dans cette question. Mais ce n'était pas une question qui apparaissait au grand jour. C'est ça. Tous les 1er octobre, le SNC à travers le monde manifestait, y compris dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, y compris dans ces régions. À un moment, quand John Goufoncha a démissionné de toutes ses fonctions au sein du RDPC, eh bien, il a repris du poil de la bête ce combat-là. Il s'est radicalisé davantage parce qu'il était dans les institutions, il y avait un devoir de réserve, il faisait de la réelle politique avec un certain nombre de personnalités qui étaient issues de ce... parce qu'il faut dire que John Goufoncha était celui qui était favorable au rattachement avec le Cameroun, contrairement à Ndélé. Bien sûr. Oui, c'était celui qui était favorable. Et il a été donc une sorte de personne cocufiée qui était déçue, un dépité, un amoureux dépité, puisque dans la question à la fois de ce partage-là, de cette gestion, eh bien à un moment, il s'est senti, et beaucoup se sont sentis floués. Bien sûr. Voilà, beaucoup se sont sentis floués. Parce que le président quand même rappelle dans son discours que depuis 1991, il leur a toujours consacré le poste de Premier ministre. Oui, mais tout à l'heure, on en a parlé. Oui, tout à l'heure. Mais c'est pas rien. Mais il comprend déjà pas. Mais la représentation au gouvernement au Cameroun, mon cher Gingassa, il y a 60 ministres au Cameroun. Il y a 60 ministres, dont une trentaine de départements ministériels. Mais est-ce que ça a eu des retombées sur la situation de le problème, ce sont les impacts. C'est l'impact. Est-ce que ça contribue à régler le problème? On voit bien que malgré tous ces premiers ministres-là, le fond du problème, si on n'aborde pas le fond du problème, si on ne lève pas les tabous au Cameroun, comme on dit, on marche sur des cadavres. On est un pays où les cadavres sont dans les tiroirs, on ne veut pas les sortir. Beaucoup de pays font leur travail de mémoire. Regardez le Rwanda, ils sont sortis de 20 ans de guerre civile, d'un génocide. Et puis voilà le pays qui est en train de connaître un lustre. Parce qu'ils ont osé affronter leur passé. Ils ont osé dépasser aussi un certain nombre de choses. Aujourd'hui, pour se dire Tutsi ou Hutu au Rwanda, on le dit autrement. Dans ce pays-là, ils ont fait le gachassa, donc des formes de justice traditionnelle, transitionnelle et de dialogue à l'africaine. Le problème au Cameroun, c'est que, elle a rappelé tout à l'heure, si celui qui a été à l'origine du problème, ou sont ceux qui viennent le régler, au sens de Einstein, ça ne peut pas marcher. Ils ne le régleront pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, levons les tabous. Les tabous, ils sont triples. On les a évoqués tout à l'heure. Il y a cette question de géopolitique, géostratégique, de la présence de la France au cœur de l'Afrique centrale. Il faut contrôler. Que ce soit pour les matières premières ou pour des questions de sécurité, de manière générale. En résumé, en 2 mots, il faut qu'on conquiert notre souveraineté. Voilà. Donc, il faut qu'on conquiert notre souveraineté. C'est-à-dire que on ne contrôlera pas nos richesses et que ce ne sera pas nous-mêmes qui les exploitons, ces richesses-là, on n'avancera pas. Voilà. On n'avancera pas. C'est pas possible. La question dépasse donc l'Ambia. Bien sûr. En tout cas, il est bien évident que ce n'est pas ce système-là, ce n'est pas cet État-là, incarné par ces ils ont excusé l'Ambia, si la question... Non, pas du tout. Au contraire. Mais pas du tout. Non, je vais dire, quand on établit les responsabilités, ce n'est pas une façon de disculper ou d'excuser, mais c'est la complexité du problème. Quand on aborde le problème du point de vue de la souveraineté, c'est que précisément, si on gère les matières premières, si on a la main sur nos matières premières, sur nos ressources stratégiques, eh bien, on n'aura pas des forces de déstabilisation, des forces de manipulation comme celles-là qui viendront de l'extérieur. Et que par conséquent, dans des processus comme ça, elle parlait tout à l'heure de la réunification, je rappelle quand même que ça a fait l'objet mais d'un engagement des forces politiques au Cameroun. Les Mounié, Wandie sont allés dans cette partie du Cameroun quand ils ont été pourchassés dans la partie du Cameroun oriental. Le One Cameroun de Ndétoumaza et les forces du Cameroun oriental travaillaient de concert sur la question précisément de la réunification. Donc il y a une histoire de cette question-là. Il y a une histoire de cette question-là. On ne va pas faire comme si c'était les revendications d'Ayapolabine, de Akborbala, les revendications du consortium, qui sont simplement un symptôme. Parce que les All Anglophone Conference de 91 et de 93
auxquelles je faisais référence tout à l'heure, ou que ce soit les questions de 86-87 avec les gorges Idika, qui sont à l'origine du Conseil d'Ambazonie, parce que l'Ambazonie, c'est les années 80, donc 86-87. Après que le président Biya ait décidé unilatéralement de dénommer le pays République du Cameroun au lieu de République unie du Cameroun. Alors, sans concertation, c'était justement la résultante de ces accords floués de Fouman, où on ne comprenait plus très bien entre ce qui avait été proposé, puisque la proposition de Foncha avait complètement été rejetée. On sort de Fouman le 18 juillet, le 17 juillet, et on fait une constitution le 1er septembre où on intègre une partie qui n'a pas encore été indépendante, puisque le référendum intervenait le 11 février 1961, où le Northern Cameroun a rejoint le Nigeria à 60% et le Southern Cameroun à 70% a rejoint le Mancho Bibixi, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Pour ne citer qu'une personne un peu emblématique là, de cette région. Pourquoi il est encore en prison? Je vous envoie une question. Alors même qu'il ne fait pas partie du camp, je dis, c'est ça. Avant de vous remettre un peu sur la table, un ensemble de points que je trouvais assez similaires dans l'ensemble des sorties, tant chez vous, à l'UPC Madidem, tant au STF, tant même chez Kawala. Je voudrais quand même poser la question qui me paraît assez en adéquation avec vous de la diaspora. Le président Paul Biya a quand même interpellé la diaspora. Comment avez-vous saisi ce discours-là, cette interpellation du président Paul Biya à la diaspora dans ce conflit aujourd'hui qui mine le Cameroun? Le problème, c'est que, bon, est-ce qu'il y a des instances représentatives de la diaspora? Voilà. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas, la diaspora n'est pas uniforme. C'est dans un appel creux. Non, mais bien sûr, parce que vous avez une diaspora qui est aux ordres, qui est à la botte, qui va manger à l'ambassade à chaque fois qu'il y a un déplacement, quelqu'un ou de Biya ou d'un de ses représentants. Et puis, donc, une diaspora qui est forcément d'accord avec ce qui se passe dans le pays, enfin en tout cas qui prétend l'être, mais c'est souvent pour quelques subsides, hein. Malheureusement, on en est là. Et vous avez après dans la diaspora, même qui veut le changement au Cameroun, vous avez des variantes, vous avez des différences d'approche. Aujourd'hui, il y a par exemple ce qu'on appelle la basse, qui fait tout un travail d'agitation, qui par certains côtés est tout à fait louable. Moi je pense que c'est vraiment des compatriotes qui sont extrêmement courageux, et personnellement pour avoir participé depuis très longtemps au travail de mobilisation de nos compatriotes dans la diaspora, je suis quand même très contente qu'ils se mobilisent enfin pour des questions nationales. Après, il y a des désaccords dans les manières de faire, il y a des désaccords dans le contenu. On les a vus en Belgique récemment. On les a vus en Belgique. C'est-à-dire que ne mettre au centre et au cœur de cette mobilisation que comment dirais-je, le hold électoral en disant Camto a gagné, il faut que ce soit Camto. Nous, on pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas une bonde manière d'appréhender cette situation de la question du hold-up électoral. Parce que le hold-up électoral n'a pas commencé en 2018. Le hold-up électoral, c'est depuis 60. En 60, le 1er janvier 60, il a commencé le hold-up électoral. Le 1er janvier 60, les colonialistes intronisaient Biya. Oui, mais c'est là qu'on était censé devenir indépendant. Ah, mais bien sûr, après, il y a bien sûr des élections au Cameroun. Bien sûr. Les colonialistes intronisaient Aïdjo. Absolument. Alors qu'il y avait des manifestations dans le pays en disant c'est pas lui, il s'est jamais battu pour l'indépendance, etc. Donc le hold-up, il a commencé depuis. Et mais je prends là comme repère l'indépendance la prétendue indépendance. Donc ce hold-up n'a pas commencé aujourd'hui. Qui plus est, quand on sait à quel point les élections sont phagocytées et tenues de bout en bout, hier par le parti unique UNC, aujourd'hui par le RDPC, évidemment que tout est phagocyté. Donc à partir de là, comment on peut revendiquer clairement avoir gagné ou pas gagné, etc. Mais ça pose un problème, puisque de ce point de vue-là, c'est pas pour couper Augustin dans son élan, mais c'est que... Mais en le faisant quand même. Ah, oui. j'avais pas tout à fait. Non, je voulais finir en disant que donc dans la diaspora, il y a différentes manières d'appréhender la situation. Donc, qui va être représentatif de cette diaspora ? Voilà, donc qui va décider que toi tu es représentatif, moi je le suis, ou toi tu ne l'es pas, et toi tu ne l'es pas, et ainsi de suite. Qui va le décider? Très bien. Donc c'est un problème, Donc on a des manières de voir, et en tout cas,
de façon un peu unanime, malgré tout, tous ceux qui se battent aujourd'hui pour le changement, je ne parle pas de ceux qui sont acquis au pouvoir, au parti État RDPC, tous ceux qui sont acquis au changement considèrent que le discours du président de la République n'apporte rien et ne permettra pas un véritable dialogue inclusif. Ça, c'est clair et net. Au moins, ça, c'est quelque chose qui nous traverse. Et pour finir sur ce chapitre-là, je voulais dire que même s'il a circonscrit comment dire, son intervention à ce qui se passe au nord-sud, au nord-ouest et au sud-ouest, il y a aussi la crise post-électorale avec les centaines et les centaines d'arrestations. J'en reviens. Hein, ça fait partie aussi de la posture. Et il faut que Camto et tous les militants du MRC et tous les autres militants, parce qu'il n'y a pas que les militants du MRC, il faut qu'ils soient libérés. C'est mon prochain point. On va y D'accord. Abdelaziz, le président pour lui interpelle la diaspora. Comment est-ce qu'on comprend ça? Alors, déjà, quand vous avez dans un propos, des Camerounais, dit le président Biya, qui ont perdu leur nationalité. Le président Biya qui le dit. Et plus loin, évidemment, un appel à la diaspora qu'on a pris au passage le soin de fustiger par certains points. Quand on est Patrice Nganan, parce qu'il faut dire les choses, qui est devenu américain, donc qui a pris une nationalité étrangère, au sens de la loi de 68, donc la loi sur le code de nationalité au Cameroun. On a donc perdu la nationalité camerounaise, sauf exception légale, c'est-à-dire les femmes mariées qui l'ont acquis par le mariage ou les enfants dont l'un des pères ou l'un des parents est camerounais avant la majorité. Bon, quand on est Patrice Nganan, on a perdu sa nationalité. On n'est pas différent de M. Mvondo qui est président de la section RDPC France Nord, qui est français et donc qui a perdu sa nationalité. Ça veut dire que si M. Mvondo se trouve au dialogue national ayant perdu sa nationalité, ça doit être le cas pour tout le monde. Donc voilà le quiproquo au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ceux avec qui on n'est pas d'accord, et Dieu sait les points de désaccord que j'ai avec Patrice Nganan qui sont exprimés publiquement, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais il faut la justice. C'est la justice qui sauve une société. C'est la justice et la vérité qui sont les socles, les résines d'une société, qui sont les piliers d'une société. Et donc, si on fait du 2 poids 2 mesures tout le temps, si on tangue, on ne peut pas instaurer précisément ce climat de confiance. Si on veut être inclusif, si on veut choisir les thèmes de manière concertée et consensuelle pour le Cameroun, eh bien, ce qu'a évoqué tout à l'heure Augustin est encore plus fondamental, c'est les instances représentatives. Il y a eu quelques tentatives, le Conseil supérieur des Camerounais de France, etc., des missions qui ont été envoyées. Mais depuis, ça accouche de quoi? On veut embrigader, enrégimenter les Camerounais. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en vous, quand on n'a pas confiance au fait que vous adhériez ou à votre loyauté, eh bien, vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Il faut que cela cesse. C'est pour ça qu'il y a une confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va retrouver des personnes pour le compte de la diaspora à Yaoundé, mais ce sont des personnes qui sont accommodantes. C'est des personnes qui ne posent pas de problème au régime ou au système. Parce qu'il n'y a pas d'instance représentative. Les autres pays ont des hauts conseils. Au Burkina, au Mali, le haut conseil des Maliens de l'étranger a été instauré par la conférence nationale en 91. C'est la conférence nationale parce qu'on estimait qu'il fallait des instances représentatives qui sont organisées de manière à ce que, de façon autonome, les Maliens puissent choisir leurs représentants. On ne les a pas au Cameroun. Donc, c'est 2 points comme ça qui, justement, me posent problème. C'est-à-dire que quand vous avez perdu votre nationalité, il faudrait donc que la question, si dialogue il y a, de manière sincère, qu'on aborde cette question, qu'on aille jusqu'au bout. La loi de 68 qui avait été prise, je le rappelle, parce que des UP6 prenaient des nationalités qui leur étaient données par des présidents africains au Ghana, en Égypte ou en Guinée, eh bien on a pris une loi pour régler ce problème-là, momentanément, et aujourd'hui ça pose problème. Donc voilà, concernant la diaspora, les instances représentatives, l'ambiguïté sur la nationalité. D'un coup, quand vous êtes pas du système, vous avez perdu votre nationalité, mais quand vous êtes pour le système, vous êtes accommodant. Donc c'est des problèmes qu'il faut... Eux-mêmes ont tous la double nationalité. Alors voilà, au sein du gouvernement, il y en a qui l'ont. Dès qu'on arrive presque au thème de cette émission, je voudrais encore, n'est-ce pas, vous interpeller sur une question. Mais avant, je voudrais préciser ce point qui revient constamment.
sur la double nationalité de la femme camerounaise. La loi, elle est claire. La femme camerounaise n'a pas de facto la double nationalité. La loi camerounaise est faite de telle sorte que la double nationalité n'est pas du tout la règle. Oui. Pour que la femme camerounaise, je le dis aujourd'hui parce que c'est un débat qui vient tout le temps, pour que la femme camerounaise garde sa double nationalité, du moins garde la nationalité camerounaise en plus de la nationalité qu'elle a acquise, il faudrait que le pays de son compagnon lui donne automatiquement la nationalité au moment du mariage. C'est-à-dire que si la femme camerounaise se marie aujourd'hui et qu'au moment du mariage, elle acquiert la nationalité de son compagnon, alors elle garde la nationalité camerounaise parce qu'elle n'a pas été amenée à demander la nationalité de son compagnon. Et évidemment, c'est un cas qui aujourd'hui est assez rare. Oui, mais parce qu'on dit que si elle ne l'a pas renié. Oui, c'est en juillet 2011, je rappelle simplement que, et c'est bien que tu fasses cette précision, en juillet 2011, le problème s'est posé quand le vote des Camerounais de l'étranger a été autorisé. C'est-à-dire que des personnes qui pouvaient voter, donc avoir la carte consulaire et une carte d'électeur, parmi ces personnes-là, on comptait les Camerounaises qui ont acquis la nationalité française ou étrangère par le biais du mariage. Donc elles pouvaient voter. Et idem en 2018. Donc je veux dire que... Je précise, oui, je comprends très bien ce que tu dis. Oui. C'est pas parce qu'elle pouvait voter que la loi le stipule. Oui. La loi, elle est claire. Déjà, pour revenir sur le contexte historique qui a permis cela, c'est qu'en France, en Espagne, en Belgique, dans ces pays-là, autrefois, on ne faisait pas la démarche de la demande de la nationalité. On obtenait sa nationalité au moment du mariage automatiquement. C'est ça. Et c'est pour cela que, dans ce contexte-là, la femme camerounaise qui n'avait rien demandé ne pouvait pas être dépourvue de sa nationalité camerounaise en acquérant la nationalité de son mari automatiquement. C'est pour cela que la loi, l'article... je crois que c'est l'article 37, alinéa 2, dit que si elle ne répudie pas automatiquement sa nationalité camerounaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, attention, c'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le cas de la France, ou depuis 1984, on est appelé à demander la nationalité 6 mois après le mariage, et depuis quelques temps, je crois qu'on demande après 4 ans, vous faites donc la demande de nationalité. C'est-à-dire que vous répudiez à la nationalité camerounaise. Vous ne pouvez plus être camerounaise. Il y a donc 2 personnalités camerounaises qui se baladent dans les plateaux télé et disent « Je suis franco-camerounaise ». Elle doit nous dire quand est-ce qu'elles ont été mariées. Si c'est en 1984 en France, oui. Sinon, impossible. Oui, mais justement, c'est pour cette raison que les problèmes se posent. Parce que là, dans le cas d'espèce, et tu as très bien fait, c'est vraiment la sociologie, c'est sociologie juridique, puisque ce sont des évolutions qui n'ont pas été tenues en compte par le législateur. D'ailleurs, le SDF a fait une proposition de loi dans ce sens-là à l'Assemblée nationale. Joshua Oshie et Mbandam qui ont proposé, fait une proposition de loi, mais qui n'a pas, faute de majorité, n'a pas été reçue, où la question était abordée. Or, en l'état, ce que dans le cadre d'une initiative à laquelle je participe, la Maison des Camerounais de France, pour construire un lieu qui sera destiné aux Camerounais en France, on fait des séances de formation, d'information sur ces questions-là. Et sur la question du mariage, parce que c'est important, c'est pour susciter le débat sur la question, parce que cette loi a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'incongruité, et finalement, c'est une loi qui doit être totalement réformée. Parce que sur la question donc de l'acquisition, c'est que la règle aujourd'hui, c'est une exception qui est devenue une règle, c'est que quand vous vous présentez au consulat comme femme camerounaise ayant acquis la nationalité par le mariage, on vous demande un acte de mariage, vous avez votre carte consulaire qui peut être établie. Ça, c'est depuis juillet 2011, les femmes qui ont pu voter aux dernières élections l'ont fait font par ce moyen. Donc il faut travailler. C'est anticonstitutionnel. Notre loi ne l'autorise pas. Oui, mais aujourd'hui. Mais évidemment, c'est ce que nous souhaitons. Oui, c'est ça, justement. Nous souhaitons. Voilà. Nous voulons bien le dire parce que de plus en plus nombreuses, surtout quand elles sont du ADPC, le disent partout. Je dis que la loi du Cameroun n'est pas ambiguë là-dessus. C'est parce que autrefois,
En France, en Espagne, vous obteniez la nationalité camerounaise, la nationalité de votre compagnon, autant pour moi, de manière automatique. Et c'est pour ça que il y a encore des pays qui font la règle de l'automaticité. Donc, je veux juste rappeler que... Ne restez pas enfermés dans le cadre de l'application de cette loi. Il faut qu'on balaye cette loi et qu'on fait partie des ambiguïtés. De ces ambiguïtés, de ces pays autorisent la double nationalité. La règle générale, c'est l'autorisation. Il y a quelques pays qui... Effectivement, ils sont très peu. Il y en a 3 ou 4, Géorgie, Chine. Exactement. Et puis voilà, 3 ou 4. Il y en a très peu. Et la RDC qui le faisait et qui s'est débarrassé un tout petit peu de ces règles-là. Attention, le vice dans ce qui se fait aujourd'hui, c'est que très souvent, lorsque vous êtes plutôt très accommodant, on vous reconnaît votre nationalité comme... quand vous êtes la femme mariée à un étranger, exactement. Même si la loi n'autorise pas. J'ai cité le cas tout à l'heure de ceux qui sont responsables des sections RDPC à l'extérieur. La plupart ont une nationalité étrangère, donc ils ne sont pas, ils ont perdu la nationalité camerounaise. Ils ont perdu. Or, ils sont responsables de partis et ils sont souvent représentants des Camerounais. Souvenez-vous des sportifs. Voilà, des sportifs. Là, il était prêt à reconnaître, accepter la des avocats dont je ne veux pas citer le nom. Également pour les sportifs. Bien sûr. Des avocats dont je ne veux pas citer le nom, qu'on présente souvent comme le représentant des Camerounais dans les cérémonies officielles, ils sont français. Il est français, donc il n'est plus camerounais au sens de la loi de 68. Mais on le présente comme le représentant des Camerounais de l'étranger. Ça veut dire qu'il ne faut pas que des situations de fait, parce qu'on s'est accommodé d'une situation, et à un moment, quand ça ne nous arrange pas, on vous dit, monsieur Ngassa, vous avez perdu votre nationalité, madame Epagna, vous pouvez la garder parce que vos positions sont accommodantes. Donc c'est pour ça qu'il faut régler fondamentalement le problème. Exactement. Et on voit nos compatriotes qui acceptent tranquillement les ambiguïtés de cette situation. Merci vraiment d'avoir insisté sur ce point pour qu'on puisse le clarifier. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on ait une émission consacrée spécialement à ce sujet-là. D'accord. Alors, comme dernier point donc, de notre émission cet après-midi, c'est un point qui, comme je disais tout à l'heure, je retrouve un tout petit peu partout. À l'UPCMA d'IDEM, SDF, je veux dire au SDF également. Également chez Kawala. Je vais reprendre le point. Je reprends le point. Donc, dans la plupart donc, des partis politiques de l'opposition, on retrouve chaque fois les différents points qui, pour ces partis-là, sont incontournables dans le débat national inclusif annoncé il y a quelque temps dans le discours du président Pobia du septembre dernier. Pour ces partis, ils exigent une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et un cessez-le-feu. Ils exigent la présidence du grand dialogue national par une personnalité neutre et non par le Premier ministre. L'inscription formelle de la question de la forme de l'État parmi les points de discussion en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. L'exclusion des forces de défense et de sécurité parmi les participants au débat. Et chez vous, vous ajoutez la libération de tout le directoire du MRC et ses alliés. Bien sûr. Et c'est ce que ajoute également le CPP. Le CPP. Le Kawala, le Stand-Off Cameroun, ou le CPD aussi, d'ailleurs. Ma question est la suivante. Au regard de ce que nous avons entendu du président Pobia, vous pensez que ces exigences sont réalistes? Enfin, de toute façon, oui, vous savez, moi je pense que dans tout ce qu'on dit là, dans les échanges qu'on a et dans tout ce qu'on peut souhaiter, etc., tout est question de rapport de force. C'est pour ça que je parlais de la mobilisation du peuple camerounais et ce qui pourrait et ce qui devrait favoriser cette mobilisation, c'est la coalition de toutes les forces qui veulent réellement le changement. Au moins, sur une plateforme minimale. Après, chacun vivra sa vie et suivra son chemin. C'est-à-dire que, mais au moins, qu'on trouve une base minimale sur laquelle on va tous se mobiliser. La question des libertés publiques, la question de la transition politique, la question du dialogue inclusif, ce sont des questions essentielles, incontournables, sur lesquelles il faut qu'on trouve le moyen de construire une coalition. Alors, le problème, c'est que, évidemment, si dans la journée, on fait des déclarations, on en rédige, et on en fait même oralement, etc., et dans la nuit, on va à Yaoundé, à Etoudi, chercher des enveloppes, ça ne va pas aller. Donc, il faut que les forces politiques dites d'opposition soient claires.
Parce que c'est ça le problème et c'est ça qui nous plombe à chaque fois. Il y a eu moult coalitions depuis 90, moult coalitions. On a été dans toutes les coalitions. Et ce qui a fait capoter systématiquement les coalitions, c'est le fait que beaucoup de ces formations politiques allaient chercher des enveloppes à Yaoundé et finalement, évidemment, modifier, puisque c'était ça le but, modifier le positionnement qui était le leur. Aujourd'hui, il faut que toutes ces forces se coalisent pour appeler la population à réagir. Réagir comment? Si toutes se coalisent et qu'on arrive à impulser, mais des marches, mais pas des marches telles qu'elles se sont déroulées en janvier, où il y avait finalement quelques centaines de personnes. Je veux dire que ce n'était pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur du rouleau compresseur qu'il faudrait en termes de mobilisation pour contraindre ce pouvoir. Il faut qu'on réussisse comment dirais-je, à faire partir ce pouvoir. Ils ont fait trop de dégâts, ils ont fait trop de mal aux Camerounais et au pays. Vraiment, il faut que ça cesse. Et donc, il faut un rapport de force et ceux qui peuvent contribuer à créer et à construire ce rapport de force, ce sont toutes ces forces prétendument de changement. Et je dis pas que les forces politiques, hein. C'est toutes les forces indistinctement, toutes les forces qui disent aujourd'hui, moi je veux le changement et qui sont sincères, il faut qu'elles se coalisent et qu'elles appellent. Et ça peut être aussi par la grève. Si on paralyse le pays à travers une grève qui serait suivie massivement, une grève de quelques jours peut contraindre le pays peut contraindre l'État plus exactement à baisser les armes et à dire écoutez là effectivement on est bien obligé de se rendre à l'évidence, la majorité de la population ne veut pas continuer dans la voie dans laquelle on les a contraints à être jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu nous il faut que ce soit nous. On ne peut pas dire oui, le président a dit si, donc on va faire. Non, il faut qu'il se passe quelque chose dans le pays. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et il faut qu'il se passe des choses autrement plus significatives. Et c'est pareil, tout à l'heure, Aziz disait, j'ai pas voulu le couper, mais il disait, il faut que la France reconnaisse, etc. La France ne reconnaîtra rien du tout. Là aussi, il n'y a que la mobilisation populaire, mais massive, qui pourra les contraindre à lâcher l'affaire et à nous laisser construire notre souveraineté. La France ne reconnaîtra rien. Oui. Ça, c'est clair et net. Mais dans le cas, justement, pour le cas de la France, pourquoi aujourd'hui on en vient à parler de la France, etc. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Que ce soit l'ouvrage Cameroun de Tachita, Deltombe ou Doumergue, justement, qui a permis que ceux qui étaient ignorants de cette situation-là, de documenter cela. Et un certain nombre d'organisations qui se sont portées pour que la question même de la reconnaissance de la guerre française au Cameroun, des massacres, etc., que ce soit fait. Donc, les mobilisations sont multiformes. C'est-à-dire que les modes d'action sont diversifiés. D'ailleurs, sur le champ politique et citoyen au Cameroun, on a vu des gens qui semblaient être des gens lilliputiens, comme ça, tout petits, mais qui ont réussi à obtenir des choses parce qu'ils avaient au moins une méthode, parce qu'ils étaient organisés. Le problème, c'est précisément que c'est trop atomisé pour pouvoir faire constituer une masse critique. Dans le cas d'espèce, quand on parle, moi je suis très pessimiste, je me considère souvent comme un pessimiste actif sur la question de l'opposition au Cameroun, parce que c'est un malentendu, la question de l'opposition au Cameroun. L'opposition au Cameroun, c'est soit des gens qui ne sont pas à un moment avec le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils se considèrent, on les considère comme l'opposition parmi les 283 partis politiques, parce qu'on considère que si on n'est pas du RDPC, on est théoriquement de l'opposition. Après, il y a la majorité présidentielle, que viennent de rejoindre des personnes comme Momo, Jean de Dieu. Il y a eu classiquement l'UNDP, il y a le FCNC de Tiroma, il y a une partie de l'UPC, etc., qui est à l'Assemblée, qui s'est coalisée pour former une majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas avec ce dialogue qui intervient en 2 semaines. On ne peut pas, ce qui est espéré par Augustin, ne peut pas advenir. Parce que si ça devait advenir au Cameroun, il y a 2 choses. La crise post-électorale, ceux du MRC n'ont pas voulu que la question du hold-up électoral soit éjectée des thèmes de mobilisation. Et ça fait qu'une partie de l'opposition, entre guillemets, a dit non, on ne peut pas participer. Mais que si c'est sur des questions fondamentales, eh bien, on participerait tous ensemble pour trouver au moins des dénominateurs communs. On sait que c'est très souvent ça le problème. Et d'un autre côté aussi, il y a des intérêts qui sont
en jeu. Le SDF aujourd'hui veut reprendre du poids de la bête, puisque le SDF se considère comme étant le parti légitime sur la question du Nord-Ouest. Sud-Ouest, on a bien vu leur offensive. 2 jours après l'annonce du débat, ils sont allés rencontrer le Premier ministre. C'est la première force politique qu'on a vue autour de la table avec M. John Gouté, après les personnalités du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Donc quand même dans le jeu des images, dans justement ce jeu des images, c'était pour prendre le leadership de l'opposition. On a vu Akere Mouna qui a appelé... Je note qu'ils ont énoncé un certain nombre de points, mais parmi ces points, ils ne font pas allusion, comme les autres, à ce que les leaders du MRC soient libérés. Oui, mais parce que vous savez que mais Joshua aussi a toujours dit que c'est une question secondaire. Joshua aussi a toujours fait du cynisme sur la question de Kanto. Et on sait pourquoi. Le problème, c'est que dans notre pays, c'est je veux arriver. Tant que c'est veux... Excuse-moi, Augusta, tant que c'est je veux arriver, tant que c'est je veux me positionner, tant que c'est ma position qui compte, eh bien, ce qu'elle énonçait tout à l'heure ne peut pas advenir. C'est-à-dire que si on veut que les Camerounais se mobilisent comme on le souhaite, il faudrait que dans ce comité, dans ces coalitions autour des idées et des dénominateurs communs, que les règles et ces questions préalables soient posées d'un commun accord. Tu parles en tant que personnalité individuelle. Oui. Moi, je parle en tant que force organisée. Je peux te dire et je peux rappeler que depuis 90, il y a eu énormément de coalitions. Elles ont fait ce qu'elles ont pu faire, mais non, mais elles ont existé. Oui, elles ont existé. Je suis désolé, en 90, 91, quand il y a eu les villes mortes, il y avait une grosse coalition. Je ne parle pas de cette coalition-là. Oui, mais moi... L'ARC CNS a existé. Voilà, il y a eu d'autres coalitions qui ont existé, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que l'Union pour le changement, qui était aussi une autre coalition, etc. Il y a eu plusieurs coalitions. Après... on peut analyser les raisons pour lesquelles, à un moment donné, mais elles ont existé. Donc, il n'est pas impossible qu'à nouveau, il en existe. Et c'est pas parce que ces forces coalisées ont existé et ont fait ce qu'elles ont pu faire et qu'elles se sont dissoutes après que d'autres nouvelles coalitions ne peuvent pas exister. Oui, mais Augusta, tu as évoqué tout à l'heure la question à la fois des enveloppes, etc. Augusta, moi je suis d'accord sur le fond avec toi. C'est un souhait. C'est un souhait. Mais le problème, c'est que soyons réalistes. C'est-à-dire que de manière non, mais c'est pour ça que c'est important. Le 29 septembre, c'est la date du dialogue national qui est... Laisse-moi le Manidem, l'UPC Manidem a donné, fait sa déclaration. Mais je dis qu'il y a un certain nombre de partis qui sont déjà en train de bouger. Voilà un parti comme le PCRN de Cabral Libi qui a déjà envoyé ses propositions au Premier ministre. Donc je suis en train de constater factuellement ce qui est en train de se faire. Attends, il y a par exemple une force telle que Stand Up for Cameroun, il y a le Forum citoyen, il y a des forces qui tentent de se coaliser sur des bases, une plateforme minimale mais qui peut les réunir et qui peut leur permettre d'avancer. Donc laissons ces forces se déployer et regardons comment elles se déploient. Moi je suis désolé, l'histoire c'est comme ça, l'histoire ne se répète pas, elle peut bégayer à nouveau, mais à force, on peut aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé. Beaucoup de gens parlent de la tripartite en disant, surtout, qu'on ne nous refasse pas le coup de la tripartite. Pas seulement l'UPC. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les gens ont la claire conscience qu'ils se sont fait rouler dans la farine et qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise. Donc, moi, je pense que la situation dans laquelle on est à la croisée des chemins, je pense que ce qui peut être intéressant, justement, c'est de voir à un moment donné comment toutes ces forces vont se redistribuer. Qui va aller à l'offensive pour mobiliser la population, créer ce fameux rapport de force dont je parlais, ou qui va aller simplement s'asseoir en disant c'est le Premier ministre qui va mener la danse. On va voir. Mais ouais, justement, mais on va voir. Là, il y a un idéal, un souhait qui est énoncé, que tu formules si bien. C'est-à-dire que le souhait, c'est que, au sens du propos de l'UPC Manidem, c'est que ces forces-là se mettent autour de la table pour créer justement ce rapport de force. Mais en l'état de la situation, justement pour que ces modalités, puisqu'on parle des modalités, pour que ces forces puissent se réunir, il y a des conditions permissives pour que ces forces se réunissent. Tout à l'heure, j'évoquais le cas du SDF, j'ai évoqué le cas du PCRN, j'évoquais le cas d'Akere Mouna, qui rejoint en certains points les positions de l'UPC Manidem, qui rejoint les positions que CPP a exprimées. Qui rejoint, mais qui est prêt à aller s'asseoir avec le Premier ministre. Mais justement, mais c'est pour cette raison que je dis que la confusion, c'est que dans l'opposition, il y a tout.
il y a tout. Mais il faut que justement dans cette question du rapport de force, que les forces qui vont se mettre ensemble puissent peser selon différentes modalités. Donc, la mobilisation, tout à l'heure, tu évoquais des actions, que ce soit justement des marches, que ce soit des grèves. Mais en l'état, moi, j'étais en train de constater comment les jeux des acteurs est en train de se déployer sur le terrain et ça me rendait pessimiste sur l'issue, sur la perspective d'avoir cette coalition. Mais c'est bien que l'UPC Mandem et d'autres l'énoncent parce que ça permet qu'il y ait une recomposition de ce point de vue-là et que le dialogue national puisse accoucher de quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de la tripartite et je rappelle que la tripartite, c'était deux thèmes prescrits par Biya Assad Ouayatou. Code médiatique, code médiatique et code électoral. Il se trouve que des gens qui étaient là-bas ont dit non, il nous faut une commission constitutionnelle, il nous faut une commission sur la crise anglophone. Assad Ouayatou a mis au rebut la question anglophone et il a intégré la question constitutionnelle qui n'était pas attendue. Et il y a eu un processus de reprise en main par le pouvoir, malheureusement, de ce qui avait été proposé, la constitution avec une élection à 2 tours, par exemple. Et il y a surtout quelques organisations qui y sont allées, alors que beaucoup disaient qu'il ne fallait pas y aller. Il ne fallait pas y aller. Le SDF, au 2e jour de la tripartite, est sorti. Certains sont restés, comme Bézigui. Et ça a déçu énormément la population qui était, elle, très mobilisée. Mais on va avoir le même scénario. On risque d'avoir le même scénario avec ce dialogue national, sauf si effectivement l'opposition, celle que je considère comme celle qui suscite l'espoir au pays, se met en ordre de marche, se coalise pour que dans les débats ou dans les rapports de force, elle puisse peser. Parce que ce qui va se passer, certains vont chasser les perdièmes, d'autres des repositionnements, d'autres des renaissances dans l'espace politique, dans l'échiquier politique, et que si justement cette partie de l'opposition n'est pas mobilisée comme on le souhaite, comme tu le souhaitais tout à l'heure, on risque d'avoir une montagne, donc le mont Cameroun qui va accoucher de ces souris qui infestent. Non, mais il va y avoir une recomposition et on va voir justement comment vont... Je veux dire, parler d'opposition en soi, ça n'a pas de sens, non. Oui, ça n'a pas de sens. On dit l'opposition. Oui, je parle moi, je pense qu'il y aura certainement des forces progressistes qui veulent réellement une rupture avec ce système, qui vont se coaliser et il faut les encourager à le faire. On les encourage. Je n'ai pas un propos contraire à cela. Moi, je dis simplement qu'on constate et il advient souvent des déceptions comme celle-là puisque les acteurs politiques se sont comportés. Et n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose. C'est que la majorité de la population n'est pas dans toutes ces organisations. La majorité de la population et en dehors des partis. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait la majorité non, c'est pour ça que je veux dire que si réellement on arrive à identifier des forces qui jouent un rôle un peu de locomotive, et que la population, qui est fort mécontente partout, se reconnaît en elle. Même Kawala le fait depuis des années. Kawala fait ce travail-là, mais Augusta, tu sais quel est le problème avec ça? C'est que les Camerounais, qui sont les victimes, qui sont ceux qui pâtissent justement de cette malgouvernance, ont un certain nombre de facteurs qui les bloquent de ce censure. Parce que si les Camerounais, précisément, voulaient se mobiliser, Kawala ou Stand Up au Cameroun ont déjà initié un certain nombre d'appels, mais de manière concrète sur les questions sociales, sur les questions sociétales et sur les questions politiques. Mais il n'advient pas. Au Cameroun, il y a combien de personnes qui ont voté à la dernière élection présidentielle? N'oublie pas que c'est très circonscrit aux grands centres urbains, c'est circonscrit aux grandes mégapoles, c'est circonscrit dans les villes, les grandes villes. Justement, mais c'est circonscrit dans les grandes villes. Mais je veux dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques. Dynamique citoyenne de Bikoko, Dynamique citoyenne de Bikoko, des organisations avec Ilia Kamga, elles tentent de mobiliser depuis de nombreuses années, font un travail concret. Bien sûr. Madame du REDAC et bien d'autres, Maximilienne, qui font un travail formidable, mais remarquable pour ceux qui vivent au Cameroun, parce qu'on connaît les conditions. Bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est que cette population-là, elle est résiliente, dit-on, sur le plan économique, mais elle est aussi inerte de ce point de vue-là. Donc, c'est de trouver le bon ajustement pour que la population comprenne que c'est dans son intérêt, justement, que ce soit en termes de mobilisation, mais c'est pour ça qu'il faut, en termes d'organisation. Il faut élaborer, il faut que comment dirais-je, ces membres de la société civile en général se mettent ensemble et élaborent une vraie stratégie. Oui, mais ça, c'est important. Et que chacun ne soit pas seul dans son coin ou sur son front de lutte. Parce que c'est ça. Chacun a son front de lutte. Chacun a son meilleur dénominateur commun qu'il faut trouver aujourd'hui. Absolument. D'accord. Merci. On va donc boucler cette émission avec une dernière question sur laquelle nous attendons de vous une réponse claire. Je disais tantôt que dans le cas du SDF, ils exigent comme condition préliminaire pour leur participation à ce dialogue
par exemple, hein, entre autres, que le dialogue ne soit pas organisé par le Premier ministre. Ils exigent également qu'il y ait une amnistie générale des détenus liés à la crise séparatiste de l'Ouest anglophone et le cessez-le-feu. Et puis, il y a effectivement l'UPC Manidem, qui en plus de ces points-là, exige la libération des prisonniers politiques. de Kamto et de ses alliés, donc tous les prisonniers politiques. Et puis le CPP du Karola, qui également... Et le CPD aussi. Le CPD, Cameroun Patriotic Diaspora. Voilà, autant d'organisations politiques qui ont adressé leurs préliminaires pour assister, pour prendre part à ce grand dialogue. La question qu'on a envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui se passera demain. Est-ce que le SDF pourrait assister à ce dialogue si ces conditions préliminaires ne sont pas acceptées, concédées par le président politique? Je commence par Abdelaziz. J'ai l'impression qu'ils vont. Le SDF avait, quelque temps avant, pris une résolution du NEC à Bamenda disant qu'il ne participerait plus aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, etc., si la crise anglophone, si le dialogue national et un certain nombre de mesures n'étaient pas prises pour régler le problème, le SDF. Le SDF, traditionnellement, a annoncé un certain nombre de positions au Cameroun, à l'exception justement de la tripartite de 91 et de la non-participation aux législatives en 92, le SDF n'a jamais appliqué ce qu'il a dit. C'est-à-dire que à la fois un certain nombre de, que ce soit des menaces ouvertes ou voilées, ou de tentatives comme ça de résister à la férule du système. Jamais. Je dis bien jamais. Il y a une montée des enchères qui est en train de se faire aujourd'hui sur l'échiquier politique. Certains s'en donnent à cœur joie. Mais il me semble que la rencontre avec le Premier ministre est telle que bon, le SDF prend à témoin l'opinion. Prend à témoin l'opinion en disant, voici, nous avons des préalables que nous avons exigés à M. John Gouté. Ils n'ont pas respecté, mais dans l'intérêt supérieur du Cameroun, nous allons quand même y aller. C'est le discours qu'on entendra, mon cher Gingassa. On va entendre ce discours-là de manière répétitive tout au long de ces semaines jusqu'à la tenue annoncée le 29 septembre du dialogue national. On va entendre des gens dire, ok, à Keremouna, avec les tweets qui est viral, qui commence déjà à être partagé, le tweet qui exige, qui demande que Mancho Bibixi, Ayoub Tabé et Kamto soient libérés et que ce soit vraiment un gage de paix. Eh bien, évidemment, comme M. Biya ne va pas y accéder, parce qu'on ne va pas libérer Kamto avant le 29 septembre, on ne va pas libérer Maurice Kamto, Ayoub Tabé et Mancho Bibixi avant le 29 septembre. Ils ne vont pas le faire. Il y a une technique de la carotte et du bâton qui est traditionnellement utilisée par le pouvoir. Cette carotte-là, à travers ce discours lénifiant sur lequel certains se condolent, et puis ce bâton qui est utilisé de manière traditionnelle par le régime au Cameroun. Donc on va avoir des gens qui vont être attablés pour ce dialogue national et qui vont expliquer aux Camerounais que malgré tout ce qu'on a voulu faire, malgré toutes nos récriminations, malgré toutes nos exigences, le pouvoir n'y a pas cédé, mais dans l'intérêt supérieur du pays, nous sommes quand même allés à ces assises nationales. Le CPP, difficilement. Non, le CPP, non. Le CPP, difficilement. Je pense que Kawala a une position qui est constante et cohérente depuis quelques années. D'ailleurs, sa non-participation à l'élection 2018 était effectivement la conséquence de cette position-là. Ça fait partie des débats qu'on avait au sein de Stand Up Cameroun, parce que intrinsèquement et fondamentalement, la question... Elle y allait avant. Elle y allait avant la question des élections Cameroun. L'État ne peut pas résoudre le problème. Donc, elle est cohérente de ce point de vue. Bon, maintenant, on va voir avec cette séquence du dialogue national, est-ce que si les questions fondamentales que sont posées sont réglées, il me semble difficile que elle, par contre, y aille. Il me semble difficile. Bon, je peux... voilà, il me semble difficile que... On va conclure avec donc, Auguste Paya. Dans ces conditions-là, qu'elle aille dans ces conditions. Alors, Auguste Paya, sur la même question, sur les mêmes points, que se passera-t-il? Le SDF, l'UPC Manidem, parti auquel vous appartenez, le CPP, et éventuellement, si vous voulez, le PCRN de Kabalibi. Que se passera-t-il éventuellement? Aussi même, n'est-ce pas, le cas de Akeremouna. Non, une chose est certaine, c'est qu'un certain nombre d'organisations vont y aller. Je pense que le SDF en fera partie. Même si les conditions préliminaires ne sont pas concédées par le président Kabila. Je le pense, très sincèrement, je le pense, parce que effectivement, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Abdelaziz, mais la pratique du SDF depuis fort longtemps maintenant montre que
ils font des menaces, ils font des déclarations, ils font même du bruit, mais que finalement, une fois passé le bruit, bon, ils rentrent dans le rang et puis ils continuent à faire, bien que les conditions posées ne soient pas réunies, ils continuent, finalement, voilà, ils rentrent dans le rang. Donc, je pense que les choses ne seront pas différentes. Ce que je voulais dire, c'est clair que après, je veux pas... C'est pas une loterie non plus, je vais pas dire c'est sûr que tel va y aller, c'est sûr que tel autre... Il y a ces partis institutionnels là, je pense que beaucoup vont y aller. Bon, et je pense qu'un certain nombre d'autres partis n'iront pas. Et je crois pouvoir dire que, évidemment, et vous me direz, et forcément, nous, ils refusent de nous reconnaître, de nous accorder la légalité. Donc, à la limite, vous pourrez me dire que le problème ne se pose même pas pour nous. Mais on sait jamais, ils peuvent vouloir faire un coup là aussi, comme c'est leur spécialité. En fait, pour eux, la politique, c'est faire des coups, c'est la roublardise, etc. On sait jamais ce qui peut se produire. Mais évidemment, c'est hors de question pour nous, tant qu'un ensemble de préalables ne sont pas réunis, d'aller où que ce soit, ça va de soi. Ce que je voulais surtout dire, et ce sur quoi je voulais insister, l'histoire du Cameroun ne s'arrêtera pas au 29 septembre. L'histoire du Cameroun ne s'arrêtera pas au 29. Je veux dire par là que ça peut être un détonateur pour après. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer, effectivement. La crise va continuer et va être toujours plus aiguë. Et pour le coup, ça peut provoquer une espèce d'électrochoc pour tous ceux qui ont eu la naïveté, y compris la population, de croire qu'il allait se passer quelque chose. Donc moi, ce dialogue-là... Bon, il faut en parler parce que bon, ça fait partie de l'actualité. Mais je veux dire que je pense que c'est après qu'il peut se passer des choses, véritablement. Parce que là, une fois de plus, les gens auront mesuré, les compatriotes, la nation aura mesuré à quel point, malgré la gravité de la situation dans laquelle on est, en fait, il n'y a aucune volonté de résoudre les problèmes. Et que par conséquent, si la majorité de la population ne prend pas son destin en main, il ne se passera rien. Donc, moi, je mise plus peut-être après le 29. Bien, merci à tous les deux d'être venus cet après-midi pour donc discuter de ce dernier discours du président Paul Biya qui appelle à un grand dialogue national inclusif. Dialogue national. Ah bon, il n'est pas bien inclusif déjà? Non, dialogue national. Comme ça qu'il est repris. Le président Paul Biya appelle à un dialogue national inclusif. Oui. Il sait bien que ce ne sera pas inclusif. Puisque... Voilà. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Cette émission à présent terminée. Au revoir et à la prochaine.